Le village de St. Aubyn's Green profitait d'un de ces silences les plus agréables, lorsque le cri ne retentit pas. Il était un peu plus de 4 heures, cette heure où la lumière de l'après-midi rendait les haies d'un vert plus profond et plus contemplatif, et où l'air promettait le thé. L'horloge de la cuisine de Madame Bantry tic-taquait avec une gaieté résolue. Un merle sautilla 1 fois, 2 fois, puis s'immobilisa. Quelque part, un portail aurait dû grincer. Ce ne fut pas le cas. Mademoiselle Jane Marple, assise près de la fenêtre avant de son modeste cottage, s'interrompit alors qu'elle enfilait une aiguille. Elle tenait la soie entre son index et son pouce, les yeux levés, non pas surpris, mais simplement attentifs. Elle avait toujours pensé que le silence en disait beaucoup plus long que le bruit, en particulier lorsqu'il survenait là où l'habitude nous avait conditionnés à attendre un son. De l'autre côté de la pelouse, la maison appelée Rosewood se dressait, ses rideaux tirés, comme toujours à cette heure-là. D'ordinaire, on entendait le piano de Madame Eliza Harcourt, une interprétation consciencieuse mais sans inspiration d'hymne, les notes consciencieuses, légèrement mélancoliques et tout à fait fiables. Aujourd'hui, il n'y avait rien. Mademoiselle Marple inséra l'aiguille avec précaution et tira le fil de soie. Les gens avaient tendance, songea-t-elle, à remarquer ce qui était dit ou fait. Ils prêtaient beaucoup moins attention à ce qui était omis. Elle se leva, plia soigneusement son ouvrage et enfila son cardigan. Lorsqu'elle atteignit le muret de pierre au bord de la pelouse, d'autres avaient commencé à remarquer l'anomalie. Madame Price, la femme du boucher, se tenait devant sa boutique, s'essuyant les mains sur son tablier avec une vigueur inutile, jetant un regard perplexe vers Rosewood. Le jeune Timothy Reed, qui était censé rouler beaucoup trop vite à vélo, avait ralenti jusqu'à s'arrêter en vacillant. Même l'épagneul du vicaire, habituellement sourd à tout ce qui ne concernait pas la nourriture, était assis, la tête penchée, comme s'il attendait une instruction qui n'arrivait pas. « C'est très calme, » dit Madame Price, sans s'adresser à personne en particulier. « Oui, » répondit Mademoiselle Marple d'un ton agréable. « C'est vrai. » Elles marchèrent ensemble, bien que personne ne les suggéré. De tels déplacements dans un village étaient rarement planifiés. Ils se produisaient par une sorte d'alignement instinctif, comme des limailles de fer vers un aimant. À la porte de Rosewood, Madame Price hésita. « Je ne voudrais pas m'imposer, » murmura-t-elle en tendant déjà la main. Mademoiselle Marple sourit. « Bien sûr que non, nous ne le faisons jamais. » La porte d'entrée s'ouvrit facilement. À l'intérieur, le hall sentait légèrement le vernis et quelque chose de plus froid en dessous, une absence plutôt qu'une présence. L'horloge sur la cheminée s'était arrêtée à 3h42. Mademoiselle Marple nota l'heure sans intérêt apparent. Elles trouvèrent à Madame Harcourt dans le salon, assise bien droite dans son fauteuil, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, le visage serein. C'était le silence qui ne laissait aucun doute. La mort avait cette façon indéniable d'éliminer tout bruit futur. Madame Price s'assit brusquement. Mademoiselle Marple traversa la pièce et toucha le poignet de Madame Harcourt, plus par courtoisie que par nécessité. « Comme tout est bien rangé, » dit faiblement Madame Price. « On pourrait presque croire qu'elle se repose. »« Oui, » acquiesça Mademoiselle Marple, « presque. » Le soir venu, le village avait commencé à parler. Au début, les conversations étaient discrètes, puis elles devinrent de plus en plus confiantes. Lorsque le policier arriva de Much Benham, les théories s'étaient déjà organisées en schéma confortable. Madame Harcourt, c'était de notoriété publique, était une femme difficile, pointilleuse, fière, peu encline à la chaleur humaine. Elle s'était disputée avec sa nièce, Clara, la semaine dernière. Il avait été question d'argent. Il était toujours question d'argent. Mademoiselle Marple écoutait depuis son fauteuil dans le salon du presbytère, les mains jointes, les yeux attentifs. La bouilloire siffla brièvement avant de se taire. Le silence revint, pensa-t-elle. Il avait tendance à revenir. Clara Harcourt, pâle et calme, accepta une tasse de thé qu'elle ne but pas. Sa voix, lorsqu'elle parla, était ferme. « Tante Élisa n'avait pas d'ennemis, » dit-elle, « seulement des malentendus. » Mademoiselle Marple observa ses doigts se crisper, juste un instant, autour de la tasse en porcelaine. Lorsque la police arriva, elle se montra polie et efficace. L'inspecteur Mallory était un homme grand, à l'expression aimable, et qui aimait les explications claires. Il posa des questions sensées. Il examina la pièce. Il remarqua l'horloge arrêtée, les rideaux tirés, l'absence de désordre. « Aucun signe de lutte, » observa-t-il. « Probablement une crise cardiaque. »« Probablement, » répéta Miss Marple en silence, était une expression qui avait induit beaucoup de gens en erreur.
Au cours des 2 jours suivants, St. Aubyn's Green s'installa dans un nouveau rythme, légèrement modifié pour s'adapter à l'absence de Rosewood. Les rideaux restèrent tirés. Le piano ne joua pas. Les gens baissaient la voix lorsqu'ils passaient devant le portail. Mademoiselle Marple marchait, écoutait, se souvenait. Elle se souvenait que Madame Harcourt avait toujours insisté sur la ponctualité. Thé à 4 heures, piano à 4h30. Le silence n'avait jamais fait partie de sa routine. Elle se souvenait aussi de la façon dont Clara avait ri une fois, rapidement, puis plus du tout, lorsque Madame Harcourt l'avait corrigée en public. De petites choses, des choses tranquilles. Le 3e après-midi, alors que Mademoiselle Marple revenait des magasins, elle s'arrêta près du parc. Les enfants jouaient à nouveau. Le merle chantait. Le village se remettait, comme le font les villages, en gommant les aspérités par l'habitude et la conversation. Mademoiselle Marple regarda vers Rosewood. Le silence y persistait, plus épais maintenant, alourdi par ce qui n'avait pas été dit, n'avait pas été entendu, n'avait pas été remarqué. Le silence, songea-t-elle, n'était jamais vide. Il était chargé de sens, à condition de savoir écouter. Elle se dirigea vers chez elle, déjà consciente que le premier indice du mystère n'était pas la présence de la mort, mais l'absence de bruit. Mademoiselle Marple franchit le portail et s'arrêta, les clés à la main, car elle avait enfin entendu quelque chose. Pas un cri, pas un hurlement, rien d'aussi évident. Seulement un léger clic provenant de l'intérieur de sa maison, comme si un tiroir avait été fermé. C'était peut-être le bois qui se tassait. C'était peut-être son imagination, aiguisée par le silence, récent du village. Elle ouvrit la porte d'entrée avec un calme délibéré. Son salon était exactement comme elle l'avait laissé, mais le petit dé à coudre en argent qui se trouvait habituellement sur le plateau n'y était pas. Il avait roulé, contre toute attente, jusqu'au bord du tapis. Mademoiselle Marple se baissa, le ramassa et le remit à sa place. Puis elle remarqua que le rideau de la fenêtre était légèrement soulevé, pas plus que la largeur d'un doigt, de sorte qu'on pouvait voir la verdure sans être vue. Elle le rabattit doucement. « Quelle négligence !» murmura-t-elle. On frappa à la porte avant qu'elle ait eu le temps d'ôter son chapeau. C'était Madame Price, essoufflée et rayonnante de l'énergie que lui procurait la nouvelle. « Oh, Mademoiselle Marple, j'ai pensé que vous voudriez être au courant. L'inspecteur Mallory a convoqué Clara au presbytère. Juste pour lui poser quelques questions, bien sûr, mais vous savez ce que cela signifie. » Les yeux de Mademoiselle Marple restèrent doux. « Cela signifie que quelqu'un veut des réponses. Et M. Peters dit, M. Peters, de la Poste, qu'une lettre a été envoyée hier, en recommandé. Clara l'a envoyée à un avocat à Londres. »« Un avocat ?» dit Mademoiselle Marple, comme si elle réfléchissait à la signification du mot. « Les gens font appel à des avocats lorsqu'il y a des testaments. » Madame Price se pencha vers elle, déçue par l'absence de Tonnerre. « Oui, mais c'était après la mort de Madame Harcourt. Pourquoi si vite, à moins qu'elle n'attendait quelque chose ?» Mademoiselle Marple versa le thé. La bouilloire siffla, puis se tut, et Madame Price remplit immédiatement le silence. « Ils disent que c'était du poison, parce qu'il n'y a pas eu de lutte, et l'horloge s'est arrêtée, et le piano n'a pas joué. N'est-ce pas étrange? Personne n'a entendu une seule note. Ou peut-être que personne n'a écouté, dit doucement Mademoiselle Marple. Mais tout le monde aurait entendu. La fenêtre était ouverte chez le boucher. J'entends toujours cet affreux « Abide with me » quand je coupe des saucisses. « Étiez-vous là à 3h30 » demanda Mademoiselle Marple comme si elle était simplement curieuse. Madame Price hésita. « Eh bien, non. Je suis allée chez Madame Larkin à côté. 5 minutes, pas plus. »« 5 minutes, c'est long, » dit Mademoiselle Marple en posant délicatement la pince à sucre. Madame Price fixa sa tasse. « Clara semblait si calme lors de l'enquête, dit-elle. Trop calme. »« Certaines personnes deviennent calmes lorsqu'elles sont terrifiées, » répondit Mademoiselle Marple. « Certaines personnes deviennent calmes lorsqu'elles se sont entraînées à ne rien ressentir. » Madame Price, décidant qu'elle n'obtiendrait rien de satisfaisant dans cette direction, revint à l'argent. Madame Harcourt était riche. Assez riche pour susciter de la rancœur, dit Mademoiselle Marple, et assez seule pour être utile. Lorsque Madame Price fut partie, emportant avec elle sa propre version des faits comme un plat couvert, Mademoiselle Marple s'assit à nouveau près de la fenêtre. Elle regardait la verdure, non pas comme un paysage, mais comme une scène avant le lever du rideau. À Rosewood, la porte d'entrée s'ouvrit. La gouvernante, Madame Dobb, sortit avec un panier, les épaules voûtées, la bouche pincée. Elle ne regardait ni à gauche ni à droite. Elle traversa le chemin latéral et disparut. Un instant plus tard, le portail latéral cliqueta. C'était un petit bruit,
aussitôt engloutie par l'après-midi. Mais mademoiselle Marple pencha légèrement la tête. Elle n'avait pas entendu ce portail depuis 2 jours. Les gens utilisaient l'entrée principale. Pourquoi maintenant celle sur le côté? Elle prit son sac à main et sortit. La ruelle derrière Rosewood sentait la terre humide et le chou d'hiver. La haie était taillée avec soin, mais ici et là, elle portait les traces légères de mains récentes. Mademoiselle Marple marchait lentement, comme si elle admirait les courageuses petites perce-neige qui poussaient à l'ombre. Elle s'arrêta devant la porte latérale. Le loquet venait d'être huilé. Il coulissait trop facilement. Quelqu'un s'en était occupé. Quelqu'un avait voulu qu'il ne grince pas. Mademoiselle Marple toucha le bois. Son doigt se couvrit d'une légère trace sombre, de la graisse mélangée à quelque chose de plus fin, comme de la cendre. Derrière elle, une voix dit « Mademoiselle Marple ?» Elle se retourna et vit le révérend Clément s'approcher, son col légèrement de travers, le visage empreint d'une inquiétude bienveillante. « Vous ne devez pas fouiner, dit-il, presque suppliant. L'inspecteur Mallory n'apprécierait pas. »« Je ne fouine pas, dit mademoiselle Marple. Je ne fais qu'écouter. » Le vicaire avait l'air désemparé. Clara est dans un état épouvantable. Elle répète sans cesse qu'elle n'a rien entendu. Elle insiste sur le fait qu'elle était dans son bureau, en train d'écrire des lettres. Elle dit qu'il n'y avait aucun bruit. Le regard de mademoiselle Marple se posa à nouveau sur le loquet. « Non, dit-elle doucement, c'est exactement ce que tout le monde dit. » Le révérend Clément prit une inspiration. Si quelque chose s'était passé, quelque chose d'inhabituel, quelqu'un l'aurait sûrement entendu. Mademoiselle Marple esquissa un petit sourire bienveillant, ce qui le rendait d'autant plus inquiétant. « Clément, dit-elle, le silence peut être naturel. Mais il peut aussi être arrangé. Et lorsqu'il est arrangé, c'est généralement parce que quelqu'un craint ce qu'un simple petit bruit pourrait révéler. » Mademoiselle Marple ne s'attarda pas à la porte latérale après le départ du vicaire. Elle remonta la ruelle d'un pas aussi tranquille, bien que son esprit eût commencé à ordonner ses impressions avec autant de soin que madame Harcourt ordonnait autrefois ses journées. Le village, songea-t-elle, était très doué pour entendre ce qu'il s'attendait à entendre. Le lendemain, matin, l'inspecteur Mallory s'était déjà adapté au rythme de St. Aubyn's Green avec une aisance professionnelle. Il prit le thé au presbytère, s'enquit de l'état des routes, admira le toit de l'église et écouta patiemment les théories qui lui étaient présentées comme des assiettes de gâteau. Il les reçut avec gratitude et n'en consomma aucune. « Il y a toujours quelqu'un, dit madame Larkin avec fermeté en se penchant en avant. Quelqu'un qui voulait quelque chose. En effet, dit l'inspecteur en souriant, et souvent plus d'une personne. Il s'adressa à Clara Harcourt immédiatement après. Elle était assise bien droite dans le bureau du presbytère, les mains jointes sur les genoux, les yeux rivés sur le visage de l'inspecteur. Elle répondit aux questions avec promptitude et courtoisie. « Non, inspecteur, je n'ai pas entendu le piano. » Tante Élisa s'arrêtait souvent tôt si elle se sentait fatiguée. « Pas de cris? Non? Pas de visiteurs? Pas que je sache. » Miss Marple, qui tricotait tranquillement près de la fenêtre, remarqua que Clara répondait avant même que les questions aient fini d'être posées. Un calme acquis par l'expérience, pensa-t-elle, ou répété. L'inspecteur Mallory referma son carnet. « Vous êtes resté dans le bureau tout l'après-midi ? » ?»« Oui, et vous n'avez rien entendu. »« Rien, » répondit Clara en souriant faiblement, comme soulagée par ce silence. Après son départ, l'inspecteur jeta un coup d'œil à mademoiselle Marple. « Vous ne semblez pas convaincue. »« Oh, je ne me permettrai jamais de présumer, » répondit mademoiselle Marple. « Je me demande simplement comment le silence peut être si obligeant. » Il rit. « Le silence est généralement l'absence d'information. »« Parfois, dit mademoiselle Marple, ce sont des informations qui ont été soigneusement supprimées. » L'inspecteur pencha la tête. « Vous pensez que quelqu'un a étouffé quelque chose ? » « Je pense, dit mademoiselle Marple, que lorsque tout le monde dit la même chose, il faut se demander pourquoi. Cet après-midi-là, l'attention de la police se concentra, confortablement, sur une piste plus pratique. Madame Dobb, la gouvernante, était connue pour s'être disputée avec madame Harcourt au sujet de son salaire. Elle avait été vue quittant Rosewood peu avant la découverte du corps. Elle avait un comportement défensif et le regard vif, plein de ressentiment. L'inspecteur Mallory lui parla longuement dans le salon de Rosewood. Mademoiselle Marple était présente sur invitation, ce que personne ne trouva étrange. « J'étais dans le garde-manger, dit madame Dobb. Je triais le linge. Je n'ai rien entendu. »« Comme d'habitude, observa doucement l'inspecteur Mallory. Vous êtes dur d'oreille. » Madame Dobb leva le menton. « Plutôt sélective. » Mademoiselle Marple observa ses mains.
Elle tremblait lorsque le nom de Madame Harcourt était prononcé, se stabilisait lorsque le salaire était mentionné et se serrait en petit, pouing lorsque le piano était évoqué. « Vous avez toujours détesté le piano, dit mademoiselle Marple sur le ton de la conversation. Madame Dobb renifla. Je n'aimais pas ça, je détestais ça. Toujours les mêmes hymnes, toujours les mêmes erreurs. Elle n'a jamais appris. Pourtant, vous avez huilé le loquet du portail latéral, ajouta mademoiselle Marple, comme si cette pensée venait de lui traverser l'esprit. Madame Dobb se figea. Eh bien, pour qu'il ne grince pas, poursuivit mademoiselle Marple. Une gentillesse pour vos oreilles. L'inspecteur Mallory se redressa. Vous avez huilé le loquet hier ? Madame Dobb rougit. Je nettoie les choses, c'est mon travail. Bien sûr, dit mademoiselle Marple doucement. Et vous avez aussi nettoyé l'horloge ? La gouvernante ouvrit la bouche, puis la referma. L'inspecteur Mallory expira. L'horloge s'est arrêtée à 3h42. La voix de madame Dobb était faible. Les horloges s'arrêtent. Oui, dit mademoiselle Marple, mais les gens les arrêtent aussi. La théorie se développa rapidement, comme le font les théories lorsqu'elles sont commodes. Une servante rancunière, une dispute, un accès de colère, du poison peut-être, quelque chose glissé dans le thé. Madame Dobb fut emmenée, indignée et effrayée, protestant de son innocence avec la véhémence de quelqu'un qui avait attendu trop longtemps pour parler. Le village respira plus facilement. Le silence, semblait-il, avait pris un visage. Mademoiselle Marple rentra chez elle avec l'inspecteur Mallory. « C'est très bien rangé, dit-elle. Il grimaça. « Trop bien rangé ? La plupart des choses qui ne vont pas le sont, répondit mademoiselle Marple. Ce soir-là, elle s'assit à nouveau près de sa fenêtre. Le parc était calme, mais c'était un calme différent maintenant, agité, plein d'attente. Les gens passaient et chuchotaient. Une théorie, une fois adoptée, avait tendance à exiger une loyauté sans faille. Mademoiselle Marple ferma les yeux et écouta. Non pas le village, mais ses souvenirs. Le piano de Madame Harcourt avait toujours été en retard, jamais en avance. L'horloge avait toujours eu 5 minutes d'avance, s'obstinant à être en avance sur le temps. Le portail latéral grinçait parce que Madame Harcourt n'aimait pas l'huile. Elle disait que ça sentait mauvais. Et Clara avait appris la musique quand elle était enfant. Elle avait autrefois très bien joué, avant d'arrêter complètement. Le silence, pensait mademoiselle Marple, n'était pas simplement l'absence de son, c'était l'absence de contradiction. Et quelqu'un, quelque part, avait fait en sorte que rien ne contredise l'histoire que tout le monde souhaitait entendre. Elle ouvrit les yeux et se remit à tricoter, ses aiguilles cliquetant doucement, un son qu'elle ne prenait pas la peine de cacher. Les aiguilles continuèrent à cliqueter dans les mains de mademoiselle Marple longtemps après que la lumière eut disparu, produisant un son net, domestique et délibérément audible. Elle avait constaté que les gens étaient moins sur leur garde lorsqu'ils pensaient ne pas être entendus. Le silence les rendait prudents, les sons ordinaires les rassuraient. Le lendemain matin confirma ce qu'elle soupçonnait déjà. St. Aubyn's Green avait accepté Madame Dobb comme solution. Ce n'était pas que quelqu'un lui voulait du mal. Bien au contraire, il y avait un léger regret collectif. Elle avait travaillé dur, après tout, mais ce regret était facilement compensé par le soulagement. La question avait désormais des contours précis. Elle pouvait être discutée sans gêne. Un domestique rancunier était une histoire que le village savait raconter. Mademoiselle Marple rencontra Madame Price près de la poste, la voix basse mais enthousiaste. « Ils l'ont emmenée à Much Benham, dit Madame Price. Juste pour la nuit, bien sûr. L'inspecteur dit qu'ils vont régler ça rapidement. La pauvre, mais vraiment, elle avait toujours un certain regard, n'est-ce pas ? » « Quel genre de regard ? » demanda mademoiselle Marple. Madame Price hésita. « Eh bien, vif, observateur, comme si elle remarquait trop de choses. »« Oui, dit mademoiselle Marple, les gens en veulent souvent à cela. » À l'intérieur du bureau de poste, M. Peters s'était occupé à réorganiser des enveloppes qui n'avaient pas besoin d'être réorganisées. « C'est une bénédiction, vraiment, dit-il. Une solution propre. Inutile d'ennuyer davantage mademoiselle Harcourt. »« Clara ?» demanda mademoiselle Marple. « Oh, oui, la nièce. » Elle le prend courageusement, avec beaucoup de dignité. Elle est venue hier pour faire suivre le courrier de madame Harcourt. Tout était très correct. « A-t-elle dit quelque chose en particulier ?» demanda mademoiselle Marple. M. Peters secoua la tête. Seulement que c'était une chance que l'affaire ait été réglée si rapidement. Elle a dit qu'elle n'aimait pas l'incertitude. Mademoiselle Marple le remercia et retourna dans la rue. L'incertitude, songea-t-elle,
n'était désagréable que lorsqu'on craignait ce qu'elle pouvait révéler. Cet après-midi-là, l'inspecteur Mallory se rendit à son cottage. Il accepta du thé et des biscuits, puis s'adossa à sa chaise avec l'air d'un homme qui souhaitait paraître décontracté, mais n'y parvenait pas tout à fait. « Nous avons trouvé quelque chose, dit-il. »« Oh » Les yeux de mademoiselle Marple étaient doux. Un sachet de somnifère dans la chambre de madame Dobb, suffisamment pour être mortel à la mauvaise dose. Et à la bonne dose, cela rendrait quelqu'un très somnolent. Mademoiselle Marple acquiesça. Madame Harcourt faisait la sieste l'après-midi. Mallory fronça les sourcils. « Vous n'êtes pas convaincu ?»« Je réfléchis, dit mademoiselle Marple à la commodité. « C'est-à-dire ?» Madame Dobb est dure d'oreille. Elle n'aime pas le piano. Elle s'est disputée au sujet de son salaire. Elle a huilé le loquet. Tout cela, c'était vrai. Mais ces éléments sont également très utiles. Mallory soupira. Les preuves sont souvent utiles. La vérité n'est pas toujours obligeante, répondit mademoiselle Marple. Il l'observa attentivement. Vous pensez que quelqu'un voulait nous empêcher d'écouter. Je pense que quelqu'un voulait le silence, dit mademoiselle Marple, et pas seulement le silence de la mort. Plus tard, mademoiselle Marple se rendit au presbytère. Clara Harcourt était là, assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur les genoux, mais elle ne lisait pas. Elle leva les yeux avec une gratitude posée. « Mademoiselle Marple, c'est très gentil de votre part. Vous devez être très fatiguée, dit mademoiselle Marple. Ces événements sont épuisants. » Le sourire de Clara se crispa. « Je serai contente quand tout sera terminé. »« Sitôt ?» demanda mademoiselle Marple. Clara la regarda, juste une fraction de seconde de trop. L'inspecteur Mallory semble confiant. « Oui, dit mademoiselle Marple, la confiance est très contagieuse. » Les doigts de Clara effleurèrent le bord du livre. Tante Élisa aimait l'ordre, elle n'aimait pas les perturbations. Elle n'aimait pas les surprises, acquiesça mademoiselle Marple, surtout les surprises musicales. Clara rit doucement. « Je n'ai jamais été très douée en musique. »« Non, dit mademoiselle Marple, mais vous aviez l'oreille musicale. » Le rire s'éteignit. « Pardon ?»« Pour le timing, continua mademoiselle Marple. Vous saviez toujours quand une note était en retard. » Clara ferma le livre. « Je ne comprends pas. »« Je m'en doute, dit doucement mademoiselle Marple. Pas encore. » Ce soir-là, un changement se produisit. Le piano de Rosewood se mit à jouer. Ce n'était qu'un seul accord, mal joué, puis le silence revint. Mais le son traversa la pelouse, indubitable, déplacé dans sa soudaineté. Les gens sortirent de leur maison. Les portes s'ouvrirent. Madame Price laissa tomber sa tasse de thé. L'épagnole du vicaire aboya. Mademoiselle Marple était déjà debout. Quand ils arrivèrent à Rosewood, l'inspecteur, Mallory était déjà là, essoufflé et stupéfait. Le couvercle du piano était ouvert. Sur les touches reposait un papier plié, lesté par une petite pierre. Mademoiselle Marple le ramassa et le lut. « Je l'ai enfin entendu, rien de plus. » Mallory passa une main dans ses cheveux. Madame Dobb n'aurait pas pu. « Non, » dit mademoiselle Marple calmement. « Elle n'aurait pas pu. » Clara se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle et tremblante. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie, » répondit mademoiselle Marple, « que le silence a été rompu. » Elle regarda le piano, l'horloge arrêtée, la pièce qui avait été aménagée pour ne rien révéler. Le village voulait une réponse facile. Il s'était presque convaincu qu'il en avait une. Mais une seule fausse note, jouée trop tard, avait tout changé. Au début, personne ne parla. Le piano semblait attendre, le couvercle grand ouvert, les touches faiblement lumineuses à la lumière de la lampe comme une dentition révélait. Trop tard. L'inspecteur Mallory s'éclaircit la gorge. « Qui était ici ?» demanda-t-il, et il regretta immédiatement sa question. La pièce était remplie d'absence. Clara Harcourt se tenait très droite. « Je l'ai entendu depuis le presbytère, dit-elle. Le son, juste celui-là. Je suis venu tout de suite. »« Comme la moitié du village, dit Mallory d'un ton sec, en jetant un coup d'œil vers la porte, où des visages se pressaient, respectueux mais avides. Mademoiselle Marple s'approcha du piano. Elle toucha une touche, doucement, et la laissa retomber dans le silence. « Cet instrument n'a pas été joué correctement depuis des années, dit-elle. Il se souvient avoir été utilisé. » Mallory regarda à nouveau le papier plié. « Qui a écrit cela ?» Mademoiselle Marple examina l'écriture sans trop s'approcher. « Quelqu'un de prudent, dit-elle. Quelqu'un qui voulait être compris sans être reconnu. » Ils dispersèrent gentiment les badauds. Le couvercle du piano fut refermé. Le papier fut placé dans une enveloppe pour l'épreuve. Et pourtant, la pièce ne retrouva pas son calme. Quelque chose avait été déstabilisé. Plus tard, dans le salon du presbytère,
Le village se rassembla à nouveau dans une atmosphère polie. On servit le thé, on offrit des biscuits. Tout le monde parlait d'une voix mesurée, comme si le volume lui-même pouvait être incriminant. Madame Price murmura avec véhémence à mademoiselle Marple. « C'est un piège, n'est-ce pas? Quelqu'un essaie de nous effrayer. »« La peur est souvent utile, » répondit mademoiselle Marple. « Mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'insistance. »« En quoi ?» ?»« Elle insistait pour être entendue. » L'inspecteur Mallory s'adressa au groupe. « Nous rouvrons certaines pistes d'enquête. » Un murmure parcourut la pièce, mêlant déception et excitation. L'absence de madame Dobbs semblait désormais étrange, non plus explicative, mais troublante. Mallory poursuivit. « La mort de madame Harcourt a été silencieuse, trop silencieuse. Nous avons supposé qu'il n'y avait pas de témoins. Nous devons maintenant nous demander si des témoins ont été empêchés de témoigner. » Clara s'empressa de répondre. « Vous pensez que quelqu'un a arrêté le piano ? » « Je pense que quelqu'un a arrêté le son, » dit Mallory. Mademoiselle Marple observa les mains de Clara. Elles étaient soigneusement jointes, mais son pouce frottait sans cesse le bord de son index, comme pour tester quelque chose de tranchant. La conversation s'orienta inévitablement vers le passé. Madame Harcourt était une femme d'habitude et de correction. Elle n'aimait pas le désordre. Elle tenait ses comptes avec un soin scrupuleux et ses affections avec encore plus de retenue. Elle se disputait poliment et pardonnait rarement. Elle pouvait être cruelle, dit madame Larkin presque en s'excusant. Pas intentionnellement. Elle ne remarquait tout simplement jamais quand elle blessait les gens. Les personnes précises, dit mademoiselle Marple, supposent souvent que tout le monde l'est aussi. Et Clara, osa madame Price. Clara sourit. Ma tante m'a élevée. Elle voulait le meilleur pour moi. Et savait-elle ce que c'était ? Demanda mademoiselle Marple. Le sourire de Clara vacilla, puis revint. Elle croyait le savoir. L'inspecteur Mallory se leva. Je vais devoir vous parler à nouveau, à chacun d'entre vous, individuellement. Après son départ, mademoiselle Marple resta. La pièce semblait meurtrie, comme si on avait exercé une pression trop forte sur elle. Le révérend Clément soupira. Tout cela est très troublant. Oui, dit mademoiselle Marple, la vérité l'est souvent. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la verdure baignait dans la pâle lumière de la lune, familière et soudain étrangère. « Vous souvenez-vous, demanda-t-elle doucement, de l'après-midi où madame Harcourt est morte ?» Le vicaire acquiesça. « Bien sûr. »« Que faisiez-vous ? À 3h30 ? » ?»« Je préparais mon sermon. »« Et avez-vous entendu le piano ? » ?»« Non. »« Les fenêtres étaient-elles ouvertes ? » ?»« Oui. »« Y avait-il d'autres bruits ? » Le vicaire hésita. « Je me souviens avoir entendu une horloge sonner quelque part. Ou peut-être l'ai-je imaginé. » Mademoiselle Marple acquiesça. Les sons imaginaires peuvent être très convaincants. Elle quitta le presbytère peu après et rentra chez elle lentement. À mi-chemin, à travers la pelouse, elle s'arrêta. La nuit était calme, mais pas vide. Des pas retentirent derrière elle. Clara la rattrapa, essoufflée. Mademoiselle Marple. « Oui, ma chère. Je n'aime pas ça, dit Clara. Toutes ces soupçons. »« Les soupçons ne sont pas un choix, répondit mademoiselle Marple. C'est une conséquence. » Clara déglutit. Ma tante était très pointilleuse sur le temps. Elle détestait les retards. Oui. Elle me grondait si j'avais 1 minute de retard. Oui. Et pourtant, l'horloge s'est arrêtée plus tôt. Mademoiselle Marple la regarda. Les horloges peuvent être arrêtées ou laissées s'arrêter. La voix de Clara tremblait. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela ? Pour qu'un événement semble se produire à un moment où l'on s'attend à autre chose, dit doucement mademoiselle Marple, pour que les gens se souviennent de la routine plutôt que de la réalité. Elles marchèrent ensemble en silence pendant quelques pas. « Ma tante disait souvent, » commença Clara, puis s'interrompit. « Peu importe. Continuez, dit mademoiselle Marple. Elle disait que le silence était la preuve de bonne manière. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. Le silence est souvent confondu avec la vertu. À la porte de Clara, elles se séparèrent. Mademoiselle Marple continua seule. Arrivée à son cottage, elle s'arrêta avant d'entrer, à l'écoute. La nuit offrait de petits bruits. Le bruissement des feuilles, l'aboiement lointain d'un chien, le bon tic-tac de sa propre horloge à l'intérieur. Le son était revenu, mais il n'était plus fiable. Elle s'assit et écrivit une seule note à son intention, d'une écriture ferme et soignée. À qui cela profitait-il de ne pas être entendu ? Mademoiselle Marple plia la note et la glissa dans le tiroir de son bureau, où elle se retrouva parmi les factures, les catalogues de semences et autres petites vérités que les gens préféraient ne pas montrer. Elle n'éteignit pas la lampe tout de suite. Au lieu de cela, elle resta assise et écouta les bruits ordinaires de son cottage.
le tic-tac régulier de l'horloge, le léger soupir du métal refroidissant dans la bouilloire, le doux frottement du lierre contre la brique. Cela la rassurait. C'étaient des sons honnêtes. Ils s'annonçaient sans calcul. Au matin, St. Aubyn's Green était devenu agité. L'inspecteur Mallory n'avait pas bien dormi, et cela se voyait. Il prit son thé debout, toujours vêtu de son manteau, les yeux scrutant déjà, la pièce comme si les murs pouvaient avouer quelque chose si on les pressait suffisamment. « Je rouvre l'enquête, » dit-il sans préambule à mademoiselle Marple. « J'ai fait venir madame Dobb. Elle sera de retour à midi. »« Cela soulagera le village, » dit doucement mademoiselle Marple. « La culpabilité est un fardeau lourd à porter lorsqu'elle incombe à la mauvaise personne. » Mallory eut un petit rire. « Vous avez déjà eu raison par le passé. » Elle inclina la tête. « Vous aussi, lorsque vous remettez en question les réponses faciles. » L'interrogatoire commença tranquillement, puis s'intensifia. Madame Dobb revint, épuisée et indignée, mais indemne. Son soulagement d'avoir été innocentée était sincère et bruyant, et pour cette seule raison, mademoiselle Marple la crut. La vérité, avait-elle découvert, était rarement élégante. Ce qui suivit fut moins agréable. L'inspecteur Mallory s'adressa à nouveau à Clara, cette fois-ci non pas au presbytère, mais à Rosewood même. La maison avait changé. Elle ne semblait plus simplement fermée, mais attentive, comme si elle écoutait en l'absence de sa maîtresse. Clara était assise dans le salon, les mains jointes, le dos droit comme une règle. « Les affaires de votre tante étaient en ordre, » dit Mallory, « mais pas aussi simple qu'on pourrait le croire. » Clara se raidit. « En quoi ? Elle a modifié son testament il y a 6 mois. » Les yeux de Clara clignèrent. « Je le savais. »« Elle vous a laissé la maison, » poursuivit Mallory, « mais la majeure partie de sa succession doit être placée en fiducie, contrôlée par son notaire, avec des conditions. » La voix de Clara était prudente. Tante Élisa croyait aux conditions. Elle a stipulé que les revenus ne seraient versés que si certaines attentes étaient satisfaites. Miss Marple vit le sang se retirer du visage de Clara puis y revenir. « Quelles attentes ?» demanda Clara. « Que vous repreniez la musique, » répondit Mallory, « en public. Que vous jouiez à nouveau. » Clara rit, trop vite. « C'est absurde. »« Vraiment ?» demanda doucement Miss Marple. « Votre tante m'a dit un jour qu'elle pouvait pardonner beaucoup de choses, mais pas le talent gâché. » Le rire de Clara s'éteignit. « Elle m'humiliait, » dit-elle soudainement. « Chaque récital, chaque leçon, rien n'était jamais assez bien. J'ai arrêté parce que je ne pouvais plus le supporter. » Un silence s'ensuivit. Pas un silence arrangé. Celui-ci était tremblant. Mallory dit doucement. « Avez-vous joué cet après-midi-là ? » ?»« Non. »« Êtes-vous allé dans le salon ? » ?»« Non. »« Avez-vous entendu le piano ? » ?»« Non, » répondit Clara, et cette fois, le mot trembla. Mademoiselle Marple se pencha en avant. « Ma chère, quand vous étiez enfant, vous aviez l'habitude de recouvrir les cordes de feutre pour que le son ne se propage pas. » Clara la fixa du regard. « Comment avez-vous pu... » »« C'était très astucieux, » poursuivit mademoiselle Marple. « Assez fort pour que vous entendiez, mais pas assez pour que quelqu'un d'autre entende. Une rébellion privée. » Clara se tordit les mains. « Je n'ai pas fait ça depuis des années. »« Les habitudes, » dit doucement mademoiselle Marple, « ne nécessitent pas toujours de pratique. » L'inspecteur Mallory regarda tour à tour les deux femmes. « Vous suggérez... »« Je ne suggère rien, » dit mademoiselle Marple. « Je me souviens simplement. » Cet après-midi-là, une autre couche du passé refit surface. Le révérend Clément, pâle et profondément mal à l'aise, admit que madame Harcourt s'était confiée à lui. Elle soupçonnait quelqu'un d'avoir trafiqué son horloge quelques semaines avant sa mort. Elle pensait que Clara essayait de la déstabiliser, dit-il d'un air misérable. Elle disait que le silence l'effrayait, que le piano avait été touché. Clara se leva. Elle imaginait des choses. « Vraiment ?» demanda mademoiselle Marple. « Ou entendait-elle ce que les autres ne pouvaient pas entendre ?» La voix de l'inspecteur était désormais prudente. Madame Harcourt croyait que quelqu'un organisait sa routine, modifiait sa perception du temps, supprimait les sons. Clara perdit son sang-froid. « Elle voulait me contrôler pour toujours, dit-elle, même après sa mort. »« Contrôler ?» répéta mademoiselle Marple. « Ou craindre ? » Il finira par le trouver, non pas dans le piano ni dans l'horloge, mais dans un tiroir étroit sous le banc de l'instrument. Une bande de feutre, soigneusement découpée, usée par les manipulations. L'inspecteur Mallory la tint comme on tient quelque chose de vivant. Clara s'effondra sur la chaise. « Elle l'a trouvé, » murmura-t-elle. « Cet après-midi-là, elle a entendu la différence. Elle a compris. Et elle a parlé ?» demanda Mallory.
Elle a dit, répondit Clara, la voix brisée, « Enfin, je t'entends. » Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. « Le silence, dit-elle, est insupportable quand on attend de l'obéissance. » Clara leva les yeux, les larmes coulant maintenant librement. « Je ne voulais pas la tuer. Je voulais seulement qu'elle arrête d'écouter. » « Mais elle ne l'a pas fait, dit mademoiselle Marple. Elle a écouté encore plus attentivement. » La pièce semblait très calme. Mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la verdure était inchangée, attendant patiemment que le calme revienne. Derrière elle, l'inspecteur Mallory prit la parole d'une voix basse et ferme. « Clara Harcourt, dit-il, vous êtes en état d'arrestation. » Miss Marple ne se retourna pas. Elle en avait assez entendu. L'arrestation ne provoqua pas le drame auquel St. Albans Green aurait pu s'attendre. Il n'y eut ni cris, ni effondrement, ni foule se pressant pour voir la justice rendue. Clara Harcourt partit tranquillement, son manteau boutonné avec un soin méticuleux, ses cheveux lissés comme pour aller à l'église. Une seule fois, en passant devant le piano, son sang-froid vacilla. Sa main effleura le couvercle fermé, non pas en signe d'adieu, mais plutôt comme une excuse. Mademoiselle Marple observa tout cela depuis sa position habituelle, discrète et effacée. Elle remarqua que les gens détournèrent le regard au moment crucial, comme si la politesse elle-même exigeait l'aveuglement. Le soir venu, le village avait réorganisé ses sympathies. Certains se sentaient trahis, d'autres se sentaient justifiés. Quelques-uns, plus honnêtes que la plupart, éprouvaient une vague honte. Honte d'avoir accepté si facilement une réponse qui leur permettait de ne plus réfléchir. Madame Dobb retourna dans sa chambre à Rosewood pour rassembler ses affaires, son ressentiment s'étant désormais transformé en une satisfaction lasse. « Je leur ai dit, dit-elle à mademoiselle Marple, les mains sur les hanches, « je leur ai dit que je n'avais jamais touché au thé de cette femme. »« Non, acquiesça mademoiselle Marple, vous avez touché à ce qu'elle entendait. » Madame Dobb renifla. Elle méritait un peu d'inconfort. « Peut-être, dit doucement mademoiselle Marple, mais l'inconfort a des conséquences. » L'inspecteur Mallory travailla tard dans la nuit. Les dépositions furent reprises, cette fois avec plus de sérieux. La bande de feutre reposait sur la table entre les questions, telle une accusation silencieuse. L'horloge arrêtée avait été démontée. Son mécanisme montrait des signes d'interférence, petits, précis, délibérés. « Elle a modifié la maison avant de modifier le corps, » dit Mallory à mademoiselle Marple alors qu'ils se tenaient ensemble dans le salon. « C'était psychologique. »« La plupart des meurtres le sont, » répondit mademoiselle Marple. « Le corps est généralement la dernière chose à prendre en considération. » Il lui jeta un coup d'œil. Elle n'avait pas l'intention de tuer. « Non, » dit mademoiselle Marple. Elle voulait passer inaperçue. La vérité, une fois exprimée à haute voix, devint plus lourde. Clara Harcourt avait repris son habitude d'enfance de faire taire le piano, pas complètement, mais suffisamment pour en déformer le son. Madame Harcourt, fière de ses routines immuables, l'avait remarqué. Elle avait entendu la différence. Cette prise de conscience la troublait. Elle commença à écouter plus attentivement, à regarder l'horloge, à sentir que quelque chose de familier lui échappait. Elle avait peur, dit plus tard mademoiselle Marple au vicaire. Pas de la mort, mais de perdre son autorité sur la réalité elle-même. Et Clara, demanda le révérend Clément. Clara avait peur d'être entendue à nouveau. L'après-midi fatidique se dessina avec une terrible clarté. Madame Harcourt avait confronté sa nièce, non pas avec colère, mais avec triomphe. Elle savait, elle avait entendu, et elle avait l'intention de faire respecter sa volonté, d'imposer le retour de la musique, de l'obéissance, du son, selon ses propres conditions. Clara avait apporté le thé. Elle ne l'avait pas empoisonné délibérément. Elle avait augmenté la dose de somnifères destinée à calmer les nerfs de sa tante, espérant seulement qu'elle perde connaissance, afin d'échapper à la confrontation. Mais Madame Harcourt, agitée et déjà bouleversée, avait mal réagi. Son cœur avait lâché au milieu d'un silence dont elle comprenait maintenant qu'il avait été provoqué. « Elle est morte, en sachant, » dit mademoiselle Marple doucement. C'est pourquoi le silence était si important après coup. Le geste ultérieur de Clara, la seule corde jouée quelques jours plus tard, n'était ni une provocation ni une confession, mais un effondrement, un besoin de défaire le mensonge qu'elle avait construit, de forcer le village à enfin l'écouter. Le lendemain, le Green avait repris ses habitudes, bien qu'imparfaitement. Les enfants jouaient, mais à voix basse. Les portes se fermaient plus doucement. Le piano de Rosewood restait fermé, sa présence soudainement oppressante. Miss Marple marcha une fois de plus dans l'allée derrière la maison.
Le loquet de la porte latérale avait été nettoyé. Il grinçait désormais faiblement lorsqu'on le bougeait. Elle sourit. L'inspecteur Mallory la rejoignit. « Vous aviez raison depuis le début, dit-il. Ce n'était pas le bruit, c'était son absence. »« Oui, » répondit Miss Marple. « Les gens pensent que la vérité s'annonce bruyamment. C'est très rarement le cas. » Il hésita. « Pensez-vous que Clara comprenait ce qu'elle avait fait ?» Mademoiselle Marple réfléchit. « Je pense qu'elle a compris trop tard que le silence n'est jamais neutre. Il protège ou il détruit. » Ils restèrent debout un moment, écoutant les bruits ordinaires revenir dans le village. Une sonnette de vélo, une radio lointaine, le murmure des voix par-dessus une clôture de jardin. « Ça va s'arranger, dit Mallory. « Oui, acquiesça mademoiselle Marple. Les villages s'arrangent toujours, ils retrouvent leur équilibre. »« Et vous ?» demanda-t-il. « Entendrez-vous jamais le silence de la même manière ?» Mademoiselle Marple sourit, discrètement et avec complicité. « Je ne l'ai jamais entendu ainsi. » Ce soir-là, elle s'assit une fois de plus près de sa fenêtre, tricotant à la lumière de la lampe. L'horloge tic-taquait correctement. La verdure était paisible. L'absence qui lui avait autrefois semblé anormale avait désormais un poids différent, non pas trompeur, mais triste. Le silence avait parlé, et ce faisant, il avait tout révélé. Mademoiselle Marple ne dormit pas particulièrement bien cette nuit-là, même si elle ne se serait pas décrite comme agitée. Son esprit passait, doucement, mais avec persistance, d'une petite observation à une autre, comme une main testant l'équilibre d'une pile de porcelaine. Le matin arriva sans drame, et elle se leva comme d'habitude, s'habilla et mit la bouilloire en route. Le village avait repris ses bruits avec un enthousiasme presque exagéré. Un camion de livraison pétaradait dans la ruelle. Madame Price riait trop fort devant la boucherie. Quelqu'un s'exerçait à jouer des gammes à la radio avec une détermination malheureuse. Le son semblait être utilisé comme un moyen de rassurer, la preuve que rien n'était caché désormais. Mademoiselle Marple traversa la pelouse avec son panier, s'arrêtant ici et là lorsque des gens l'interpellaient, non pas pour lui poser des questions, mais pour lui faire part de leurs conclusions. « C'est une telle tragédie, » dit Madame Larkin, « toute cette pression. Pas étonnant que la pauvre fille ait craqué. » Monsieur Peters secoua solennellement la tête. « On ne sait jamais ce qui se passe dans les familles. » Mademoiselle Marple acquiesça, mais elle n'était pas d'accord. Elle avait constaté que les familles étaient souvent les structures les plus transparentes qui soient. Ce sont les étrangers qui nécessitent une étude attentive. À Rosewood, l'inspecteur Mallory était déjà de nouveau au travail. Des clients, papier recouvrait la table à manger, alourdie par des tasses à thé et un seul presse-papier en forme d'oiseau. Il leva les yeux lorsque mademoiselle Marple entra. « Je voulais être sûr, dit-il. Pas pour l'affaire, nous en avons assez, mais pour moi-même. » « La certitude, répondit mademoiselle Marple, est un réconfort. Elle ne devrait jamais être précipitée. » Il désigna les papiers. La bande de feutre explique le piano. Le sabotage de l'horloge explique la différence d'heure. La poudre soporifique explique l'absence de lutte. « Et le silence ?» demanda mademoiselle Marple. Mallory hésita. « Le silence s'explique de lui-même maintenant. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Non, il explique les gens. » Elle traversa lentement la maison, non pas pour examiner, mais pour se souvenir. La chaise du salon où Madame Harcourt était morte, le tapis en dessous, encore légèrement marqué par ses jambes. L'horloge de la cheminée, désormais réparée et fonctionnant correctement, mais avec un son différent qu'auparavant. « C'est elle-même qui l'avait réglée, vous savez, » dit soudain mademoiselle Marple. « Madame Harcourt. » Mallory leva les yeux. « L'horloge ? » « Oui. Elle l'avait avancée de 5 minutes pendant des années. Elle disait que cela maintenait les gens en alerte. Alors pourquoi l'avoir remise à l'heure ? Parce qu'elle avait commencé à douter de son ouïe, répondit mademoiselle Marple. Quand un sens est menacé, on compense avec un autre. Ils restèrent silencieux. La maison ne leur résistait plus désormais. Elle avait livré ses secrets. Dans l'après-midi, mademoiselle Marple accepta une invitation à prendre le thé au presbytère. Le rassemblement était petit, presque hésitant. Le révérend Clément présidait avec une douceur prudente. Madame Price servait le thé d'une main qui ne tremblait que légèrement. La conversation tournait autour du sujet sans vraiment l'aborder. « Je n'arrête pas de penser, dit enfin Madame Price, au fait que nous avons tous dit la même chose, que nous n'avons rien entendu. »« Oui, dit mademoiselle Marple, c'est ce qui m'a le plus intéressé. » Madame Larkin fronça les sourcils. « Mais ce n'est pas le cas. »« Non, acquiesça mademoiselle Marple, mais vous vous y attendiez. » Ils la regardèrent.
Quand vous entendez le piano tous les jours à la même heure, poursuivit mademoiselle Marple, vous cessez de l'écouter. Son absence vous semble normale. Vous vous souvenez de la routine, pas du moment. Le vicaire soupira. Nous nous sommes fiés à l'habitude. Nous nous sommes fiés à la politesse, corrigea mademoiselle Marple. Personne ne voulait être celui qui dirait « il y a quelque chose qui ne va pas ». Cela aurait semblé indiscret. Madame Price rougit. Nous ne voulions pas causer de problème. Et ainsi, les problèmes sont restés privés, dit doucement mademoiselle Marple. Plus tard, seule à nouveau, mademoiselle Marple marcha jusqu'au bord de la pelouse et s'assit sur le muret. Des enfants coururent devant elle en criant. Elle sourit en entendant leur voix, puis ferma brièvement les yeux. Dans son esprit, l'après-midi de la mort de madame Harcourt s'aligna enfin sans résistance. Le piano était étouffé, mais pas silencieux. L'horloge ralentissait, mais ne s'était pas encore arrêtée. Madame Harcourt, fière et effrayée, écoutait plus attentivement que jamais. Clara, désespérée de ne pas être rappelée à l'obéissance, comptait sur les habitudes du village pour la protéger. Et le dernier élément, une femme dont l'autorité dépendait du fait d'être entendue, mourant dans un silence qui avait été façonné pour elle. Miss Marple ouvrit les yeux. L'inspecteur Mallory s'approcha, son chapeau à la main. « J'ai réfléchi à votre question, dit-il. Qui a tiré profit du fait de ne pas être entendu ? Oui. Il regarda au loin vers la pelouse. Pas seulement Clara, nous tous. Nous avons préféré ne pas remarquer. Mademoiselle Marple sourit. C'est souvent la vérité la plus inconfortable. Ils restèrent assis ensemble un moment. Le village s'agitait autour d'eux, retrouvant un calme avec lequel ils pouvaient vivre. L'explication officielle viendra demain, dit Mallory. L'enquête, les déclarations. Tout sera bien ficelé. Et la vérité ? Demanda mademoiselle Marple. Il hésita. La vérité est rarement bien ficelée. Non, acquiesça-t-elle, mais elle est alignée maintenant. À la tombée de la nuit, le piano de Rosewood resta silencieux. Ce n'était pas le silence chargé d'émotions de tout à l'heure, ni le silence artificiel du secret. C'était simplement un instrument au repos qui n'avait plus besoin de mentir. Mademoiselle Marple se leva et rentra chez elle. Elle alluma sa lampe, sortit son tricot et se laissa envelopper par les sons familiers du cottage. Le silence, songea-t-elle, avait fait son œuvre. Il était maintenant temps que les voix se fassent entendre, calmes, délibérées et d'une clarté dévastatrice. Le jour de l'enquête arriva sans cérémonie, ce que mademoiselle Marple trouva approprié. La vérité, lorsqu'elle avait fini de se révéler, préférait souvent une entrée discrète. St. Aubyn's Green se rassembla tôt, vêtu de couleurs sobres et de bonnes intentions. Les gens prirent place avec les mouvements prudents de ceux qui sont déterminés à ne pas attirer l'attention. Il y avait une curieuse retenue dans l'air, non pas le silence complice de la dissimulation, mais quelque chose qui s'apparentait davantage à de l'humilité. Le village avait enfin compris que le silence pouvait accuser aussi facilement que la parole. Mademoiselle Marple s'assit près du fond, les mains jointes sur les genoux, les yeux baissés. Elle écoutait non seulement ce qui était dit, mais aussi la façon dont cela était reçu. L'inspecteur Mallory présenta les faits calmement. Il n'y eut ni fanfare, ni triomphe d'avoir résolu l'affaire. Il parla de l'horloge modifiée, de la poudre soporifique, de la bande de feutre et des manipulations discrètes qui avaient transformé un après-midi ordinaire en quelque chose de mortel. Ce qu'il ne fit pas, ce fut dramatiser Clara Harcourt. Elle était présente, pâle mais calme, son expression étrangement dénuée d'attente. Lorsqu'on lui demanda de parler, elle le fit sans embellissement. Elle ne nia pas ses actes, elle n'exagéra pas sa souffrance. Elle parla simplement, et ce faisant, révéla plus que n'importe quelle confession destinée à susciter la sympathie. « Je pensais, dit-elle d'une voix ferme, que si je pouvais l'empêcher de m'entendre, de m'appeler, alors je pourrais vivre ma propre vie. »« Et quand elle vous a confronté ?» demanda le coroner. Les mains de Clara se crispèrent une fois, puis s'immobilisèrent. Elle a dit que le silence n'était pas une défense. Elle a dit que c'était une preuve. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. Le verdict était inévitable, mais mademoiselle Marple savait que l'inévitabilité n'était pas la même chose que la compréhension. La compréhension exigeait un assemblage de moments, d'habitudes, d'omissions et des façons particulières dont les gens se protégeaient. Après cela, le village se dispersa lentement. Il n'y eut pas de groupe de conversations animées, pas de récit enthousiaste du drame. Au lieu de cela, les gens rentrèrent chez eux, avec l'air abattu de ceux qui avaient eu un aperçu d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas entièrement apprécié. Mademoiselle Marple marcha un moment aux côtés du révérend Clément.
Je ne cesse de penser, dit-il troublé, que nous l'avons tous laissé tomber. Laquelle ? Demanda mademoiselle Marple. Il réfléchit. Les deux. Oui, acquiesça-t-elle. C'est souvent la réponse la plus juste. À Rosewood, les préparatifs étaient déjà en cours. Madame Dobb supervisait tout avec une efficacité redoutable, même si son dynamisme était désormais moins empreint de ressentiment que de résignation. Elle salua mademoiselle Marple d'un signe de tête en passant. Elle n'a jamais aimé le désordre, dit madame Dobb. Mieux vaut tout ranger correctement. Oui, répondit mademoiselle Marple. Il est important de bien finir les choses. Elle s'arrêta un instant dans le salon, seule. La chaise où madame Harcourt était décédée avait été retirée. Le tapis était à nouveau à plat. L'horloge tic-taquait avec une patience neutre. Mademoiselle Marple imagina les derniers instants non pas comme un drame, mais comme une confusion. Une femme habituée à l'autorité, soudainement incertaine de ses sens. Une nièce désespérée de ne pas être entendue. Deux peurs se rencontrant dans un silence que ni l'une ni l'autre ne comprenaient vraiment. L'inspecteur Mallory la rejoignit. « Tout est très clair maintenant, dit-il. »« C'est évident, » corrigea mademoiselle Marple. « Évident implique simplicité. » Il sourit faiblement. « Vous aviez tout compris bien avant nous. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Je me contentais d'écouter là où les autres se fiaient à leur mémoire. » Il hésita. « Pensez-vous que Clara savait ce qui allait se passer ? » « Je pense, dit Miss Marple avec prudence, qu'elle croyait que le silence la protégerait. Elle ne comprenait pas que cela la mettrait au contraire en danger. Ils sortirent. La verdure s'étendait, ouverte et paisible, son apparence d'innocence retrouvée avec une rapidité remarquable. « C'est le danger des villages, dit Mallory. Ils oublient. »« Non, dit mademoiselle Marple, ils se souviennent. Ils choisissent simplement de ne pas en parler. » Ce soir-là, mademoiselle Marple reçut une lettre. Elle était de Clara, écrite d'une main ferme et précise. « Je comprends maintenant, disait-elle. Elle voulait m'entendre parce qu'elle croyait que c'était de l'amour. Je ne voulais pas être entendue parce que je croyais que c'était la liberté. Nous avions toutes les deux tort. » Mademoiselle Marple plia la lettre et la rangea soigneusement. Elle s'assit près de sa fenêtre, alors que le crépuscule tombait, regardant les formes familières de St. Aubyn's Green s'estomper dans l'ombre. Les enfants furent appelés à l'intérieur. Les portes se fermèrent. Une radio jouait faiblement quelque part, puis fut éteinte. Le silence revint, mais il était différent. Il n'était plus oppressant. Il n'était plus trompeur. Il existait simplement, comme le silence doit exister, sans arrière-pensée. Mademoiselle Marple réfléchit au fait que la vérité se révélait rarement sous forme de révélation. Elle se révélait dans l'alignement. Lorsque chaque petite chose, autrefois considérée comme insignifiante, trouvait sa place. Et lorsque c'était le cas, il n'y avait plus rien à dire. Dans les jours qui suivirent l'enquête, St. Aubyn's Green se comporta avec une sorte de courtoisie prudente, comme si l'on contournait une blessure. Les gens se saluaient avec une chaleur qui semblait délibérée. On tenait les portes. Les questions étaient adoucies avant d'être posées ou ne l'étaient pas du tout. C'était le remède instinctif du village. Faire en sorte que la gentillesse ordinaire fasse le travail de l'oubli. Mademoiselle Marple remarquait tout. Elle remarqua que Madame Price marquait une pause avant de répéter une nouvelle, comme pour vérifier si c'était nécessaire. Que M. Peters s'attardait sur les timbres, évitant de mentionner les lettres. Que les sermons du révérend Clément devenaient plus calmes, moins sûrs de leurs conclusions bien ordonnées. Le bruit était revenu, mais il était empreint d'une retenue qu'il n'avait jamais connue auparavant. À Rosewood, la maison était en train d'être vidée. Madame Dobb travaillait sans relâche. Ses gestes étaient vifs et dénués de sentimentalisme. Les objets sortirent des tiroirs et des placards. Chacun était dépouillé de son contexte et placé dans des boîtes étiquetées au crayon. Le piano restait à sa place, fermé et inutilisé. Madame Dobb le dépoussiérait sans soulever le couvercle. « Va-t-il être vendu ?» demanda mademoiselle Marple. Madame Dobb haussa les épaules. « C'est l'avocat qui décidera. »« Oui, dit mademoiselle Marple, les avocats les sont très doués pour prendre des décisions. » Elle jeta un dernier regard autour d'elle dans le salon. Il ne semblait plus accusateur. Sans son propriétaire, ce n'était plus qu'une pièce agréable, ensoleillée et légèrement défraîchie. L'inspecteur Mallory vint lui dire au revoir cet après-midi-là. Il se tenait dans le salon de mademoiselle Marple, chapeau à la main, avec l'air d'un homme qui avait terminé quelque chose qu'il préférait ne pas répéter. « Je voulais vous remercier, dit-il, officiellement. »« Oh, je n'aimerais pas cela, répondit mademoiselle Marple. Une gratitude non officielle est beaucoup plus confortable. » Il sourit. « Je suppose que je vais garder cela avec moi. »« Oui, dit-elle, nous le faisons tous. » Il hésita, puis ajouta. « Je continue de penser à madame Harcourt.
Je me demande si elle a compris. Mademoiselle Marple réfléchit. La compréhension n'est pas toujours un réconfort. Parfois, elle arrive trop tard pour aider, mais à temps pour blesser. Et Clara? Elle aura le temps, dit mademoiselle Marple. Le temps peut être très instructif. Ils se serrèrent la main. Lorsqu'il partit, le cottage sembla plus grand, plus calme et à nouveau lui-même. Ce soir-là, mademoiselle Marple se rendit au parc et s'assit sur le muret. Des enfants jouaient à proximité, riant sans complexe. Une sonnette de vélo retentit, claire et assurée. Les sons étaient désordonnés et pour cette raison rassurants. Madame Larkin la rejoignit, s'asseyant prudemment à une distance qui suggérait le respect plutôt que la réserve. « Je n'arrête pas de penser, dit madame Larkin, que si j'avais dit quelque chose plus tôt... » Mademoiselle Marple se tourna vers elle. « Qu'auriez-vous dit ?» Madame Larkin ouvrit la bouche, puis la referma. « Je ne sais pas. »« C'est pour cela, » répondit doucement mademoiselle Marple, « que vous n'avez rien dit. » Madame Larkin acquiesça. « C'est étrange. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. »« Oui, » dit mademoiselle Marple, « la certitude. » Elles restèrent assises un moment dans un silence complice. « Le piano va me manquer, » dit soudain madame Larkin, même s'il était horrible. Mademoiselle Marple sourit. Il indiquait l'heure plus honnêtement que l'horloge. À la tombée de la nuit, mademoiselle Marple rentra chez elle et alluma sa lampe. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit le mot plié qu'elle avait écrit plus tôt. Qui a tiré profit du fait de ne pas être entendue? Elle le relut une fois, puis le déchira soigneusement en deux et le jeta à la poubelle. La réponse n'avait plus besoin d'être consignée. Plus tard, alors qu'elle se préparait à se coucher, elle s'arrêta près de la fenêtre. De l'autre côté de la pelouse, Rosewood se dressait, sombre et silencieuse. Ce n'était pas le silence pesant du secret, ni le silence fragile de la culpabilité. C'était simplement une maison vide, attendant une autre histoire. Miss Marple pensa à Madame Harcourt, à sa précision, à sa fierté, à sa terrible foi en l'ordre comme forme d'amour. Elle pensa à Clara, qui avait compris trop tard que la liberté achetée au prix du silence n'était jamais vraiment libre. Elle savait que les villages survivaient en lissant les aspérités. Ils rétablissaient l'équilibre, non pas en effaçant le passé, mais en l'intégrant dans les habitudes. Le parc reverdirait. On prendrait le thé. La musique reviendrait peut-être même un jour, entre d'autres mains. Mais quelque chose de subtil avait changé. Les gens écouteraient désormais, peut-être pas attentivement, mais avec la conscience que l'absence pouvait parler. Mademoiselle Marple éteignit la lampe. Dans l'obscurité, son horloge tic-taquait régulièrement, chaque son étant naturel et précis. Elle s'allongea, satisfaite non pas de la justice, qui était imparfaite, ni de la résolution, qui était provisoire, mais de la compréhension, qui était précise. Le silence s'installa autour du cottage, non pas comme une preuve, non pas comme une accusation, mais comme un repos. Le village de St. Aubyn's Green ne marquait pas les fins par des cérémonies. Il préférait la continuité. Ainsi, les derniers jours de cette saison agitée s'écoulèrent sans annonce, se fondant tranquillement dans la routine, jusqu'à ce qu'un matin, mademoiselle Marple se rende compte que le village avait retrouvé son ancienne aisance inconsidérée. C'est le bruit qui le lui révéla. Pas un bruit particulier, mais leur variété inconsciente. Un portail qui se balançait sans précaution, une radio qui jouait trop fort depuis une fenêtre ouverte, les pagnols du vicaire qui aboyaient sans raison. Une fois de plus, le son n'avait aucune intention. Il existait parce que personne ne l'organisait. Mademoiselle Marple s'assit près de sa fenêtre avec sa couture et écouta. C'était, pensa-t-elle, le son de l'équilibre. Pas exactement la paix, mais la permission. Rosewood avait été vendu. L'avis de l'avocat apparut brièvement dans la vitrine de la poste, puis disparut, absorbé dans la mémoire du village comme tant d'autres annonces qui avaient autrefois semblé importantes. Madame Dobb avait trouvé un emploi à Much Benham et parlait de St. Aubyn's Green avec une affection exacerbée par la distance. Clara Harcourt avait été condamnée en toute discrétion. Personne ne discutait des détails, mais le vicaire recevait parfois des lettres, écrites de la même main soignée, et il y répondait avec une gentillesse qui ne portait aucun jugement. Mademoiselle Marple ne demanda pas à voir les lettres. Elle en connaissait le contenu sans les lire. Par un après-midi doux, elle accepta de prendre le thé chez Madame Larkin. Ce fut une visite sans intérêt particulier. Les scones étaient légèrement trop cuits, la conversation agréablement circulaire. Elles parlèrent du temps, des bulbes plantés trop tôt, des fiançailles d'un cousin. Puis, sans crier gare, Madame Larkin dit « J'ai entendu de la musique hier. » Mademoiselle Marple leva les yeux. « Vraiment ? » « Oui, à la radio. Un morceau pour piano. J'ai failli l'éteindre. »
Elle marqua une pause, embarrassée. « Mais je ne l'ai pas fait. »« Non, dit mademoiselle Marple, il ne faut pas. » Madame Larkin fixa sa tasse de thé. Cela m'a mise mal à l'aise. « Oui, acquiesça mademoiselle Marple. La musique a une façon d'insister. » Plus tard, en rentrant chez elle à travers la pelouse, mademoiselle Marple s'arrêta là où le chemin descendait légèrement et où le sol gardait la mémoire de nombreux pas. Des enfants jouaient à un jeu qui consistait à crier des règles et à les ignorer aussitôt. Leurs voix se chevauchaient, s'entrechoquaient, s'accordaient. Personne n'écoutait attentivement. Et c'était très bien ainsi, songea-t-elle. À sa porte, elle rencontra le révérend Clément. Il semblait plus âgé, mais son regard était plus clair. « J'ai réfléchi, dit-il, à ce que vous m'avez dit, que le silence n'est pas neutre. » Mademoiselle Marple sourit. « Non, il choisit un camp. Et le son ?»« Le son, répondit-elle, révèle le camp que l'on a choisi. » Il acquiesça, satisfait, et poursuivit son chemin. Ce soir-là, mademoiselle Marple ouvrit le piano de Rosewood pour la première et dernière fois. Le nouveau propriétaire lui avait demandé d'inspecter la maison, et elle avait accepté, par courtoisie plutôt que par curiosité. Les touches du piano étaient jaunies, le tiroir du banc était vide. Elle appuya sur une seule touche, douce, imparfaite, mais honnête. Elle résonna brièvement, puis s'éteignit. Mademoiselle Marple referma le couvercle. Elle n'avait pas besoin d'en entendre davantage. À la tombée de la nuit, elle retourna à son cottage et alluma la lampe. L'horloge tic-taquait régulièrement, sans plus être en avance ni avoir besoin d'être réglée. Elle rangea ses affaires de couture, plaça son dé à coudre à sa place habituelle, puis s'assit. Comme souvent, ses pensées se tournèrent vers la nature de l'observation. Madame Harcourt croyait que l'autorité venait du fait d'être écoutée. Clara croyait que la liberté venait du silence. Le village croyait que la sécurité venait du fait d'être d'accord entre eux. Miss Marple pensait qu'ils avaient tous confondu le silence avec quelque chose qu'il n'était pas. Le silence n'était pas une absence, c'était un choix. Elle avait appris depuis longtemps que les gens avouaient rarement avec des mots. Ils avouaient avec leurs habitudes, avec leurs omissions, avec la suppression prudente d'un petit bruit à un endroit où on l'attendait. Le meurtre, comme la plupart des actes humains, n'était pas commis dans le chaos, mais dans l'ordre, un ordre conçu pour passer inaperçu. Mademoiselle Marple éteignit la lampe et resta assise un moment dans l'obscurité. Dehors, le village respirait. Quelque part, une porte se ferma. Ailleurs, des rires s'élevèrent et s'éteignirent. La verdure contenait tout cela sans commentaire. Elle ne ressentait ni triomphe, ni tristesse, seulement une reconnaissance silencieuse. Cela aussi passerait dans la mémoire, adouci par le temps, modifié par les récits, atténué par la distance. Mais la leçon resterait, gravée dans les instincts du village comme une cicatrice sous la peau. Les gens écouteraient désormais avec un peu plus d'attention. Pas toujours, pas suffisamment, mais parfois, et parfois, cela suffisait. Miss Marple se leva, se prépara à aller se coucher, et s'arrêta une fois de plus près de la fenêtre. La nuit offrait ses sons librement, sans intention particulière. Elle les acceptait comme on accepte la vérité, ni avec empressement, ni avec crainte, mais avec une attention exercée, née d'une longue familiarité. Le silence, réfléchit-elle, n'était jamais une preuve en soi. Mais quand quelqu'un s'efforçait de le créer, il fallait se demander pourquoi.